Trump a lancé un ultimatum à Maduro, exigeant son départ immédiat de la présidence. Mais le président Maduro, essayant de gagner du temps, a proposé diverses négociations, que les États-Unis ont immédiatement rejetées d'un revers de main. Les États-Unis considèrent cela comme un refus de l'ultimatum et agissent en conséquence. Aujourd'hui, nous allons examiner cette situation de plus près. Regardons cela tout de suite. En fait, l'ultimatum du président Trump a été donné la semaine dernière. Jusqu'au 28 novembre, Trump a exigé la démission immédiate de Maduro et son exil, offrant de garantir la sécurité de lui et sa famille s'il quittait le pouvoir et le Venezuela. Le président Maduro a posé 3 exigences et tenté de négocier avec le président Trump, cherchant d'abord à gagner du temps en ajustant le calendrier. Il a réclamé une amnistie totale pour lui et ses proches face à la corruption, aux violations des droits humains et à la répression. En échange de sa démission, il voulait garder le contrôle de l'armée un temps. Le président Maduro a affirmé qu'une démission soudaine causerait le chaos au Venezuela. Il propose donc de partir progressivement sur 3 ans. Dans 3 ans, le président Trump devra quitter la présidence. C'était donc une manœuvre calculée de sa part. Les États-Unis ont estimé que le Venezuela avait rejeté l'ultimatum et ont cessé les négociations. Ce qui a suivi, c'est précisément la fermeture des frontières ordonnée par le président Trump. Par la suite, la Russie, ayant apparemment reçu certaines informations, a également commencé à évacuer précipitamment ses ressortissants du Venezuela. Dans ce contexte, le Venezuela a tenté de rappeler en urgence Trump pour négocier, mais les États-Unis sont restés indifférents. Les États-Unis sont ensuite passés à l'action. Le président américain Trump a convoqué une réunion d'urgence de l'équipe de sécurité le 1er décembre pour discuter d'une éventuelle action militaire contre le Venezuela. Étaient présents Marco Rubio, le secrétaire d'État, Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, Dan Kane, le président de l'état-major interarmé et tous les responsables de la sécurité des États-Unis. Selon un reportage de Columbia Broadcasting System aux États-Unis, la nature de cette réunion serait de décider des prochaines étapes à prendre alors que l'administration Trump intensifie la pression contre le régime de Maduro. Le contenu n'a pas été dévoilé. L'administration Trump a pour l'instant demandé la fermeture de l'espace aérien du Venezuela. Aucun avion ne survole actuellement l'espace aérien du Venezuela. Les pays du monde entier annulent successivement leurs vols à destination du Venezuela, et l'Espagne a également interdit les vols dans l'espace aérien vénézuélien. Depuis septembre, les États-Unis ont attaqué plusieurs navires vénézuéliens soupçonnés de trafic de drogue, tuant au moins 80 personnes. Ils ont ensuite désigné le président Maduro chef d'une organisation terroriste liée au trafic de drogue. Ils ont accru la menace militaire en déployant le groupe aéronaval Gerald Ford, plus grand porte-avions nucléaire, près du Venezuela. Le nombre de soldats américains présents dans la mer des Caraïbes atteint un record depuis 30 ans. Il semble que, actuellement, les États-Unis visent l'effondrement du régime de Maduro. Déployer porte-avions et chasseurs pour attraper les cartels de la drogue n'a aucun sens. Cependant, le fait que les effectifs soient faibles est un problème important. Actuellement, les forces rassemblées comptent 15 000 hommes, mais ce nombre est insuffisant. Si l'on compare immédiatement avec un cas similaire, l'invasion du Panama en 1989 à l'époque, l'armée américaine avait déployé entre 24 000 et 27 000 soldats, et ils ont réussi à faire tomber le régime panaméen en un rien de temps. Le Venezuela a un territoire bien plus grand que le Panama, ayant bien que son armée soit faible, elle est plus nombreuse que celle du Panama. Ainsi beaucoup estiment que 15 000 hommes sont insuffisants pour une attaque majeure. Il faut aussi considérer la position. Le Venezuela est juste devant les États-Unis. Dans ce contexte, il y a beaucoup de troupes de réserve qui peuvent être déployées directement depuis le territoire américain, ainsi que de nombreuses forces navales et aériennes en attente. C'est pourquoi le nombre de troupes à engager peut être décidé à tout moment. En plus, il semble que les États-Unis prévoient actuellement une opération visant à capturer les dirigeants, comparable à une opération de décapitation. Si une opération militaire est lancée pour éliminer les dirigeants, la puissance aérienne suffira. Il suffit de lancer des missiles de manière ciblée, là où se trouvent les dirigeants. Dans ce cas, il ne sera même pas nécessaire de mener une opération de débarquement. Ce qui inquiète, c'est qu'après la chute du régime Maduro, le Venezuela pourrait devenir très chaotique. Honnêtement, cela fait 3 mois qu'on évoque une possible invasion du Venezuela. Certaines analyses estiment que l'invasion n'a pas eu lieu car la situation après est prise en compte. Après la chute du régime vénézuélien, la situation dépassera toute analyse, la sécurité nationale s'effondrant en premier avec le gouvernement central. Même aujourd'hui, le Venezuela est déjà un pays où cartels, milices et groupes armés informels au sein de l'armée sont tous entremêlés. Au moment où le régime disparaît, il est très probable que ces groupes tenteront chacun de prendre le contrôle de leur propre région. Au cours de ce processus, des affrontements armés pourraient éclater à l'échelle nationale, et les villes pourraient littéralement devenir des zones incontrôlables. Un exode massif de la population serait également inévitable. Des millions ont déjà quitté le pays à cause de la crise économique, et une chute du régime pourrait entraîner un afflux massif de réfugiés. Ces réfugiés iront vers la Colombie et le Brésil, augmentant fortement la pression sociale, économique et sécuritaire sur ces pays voisins.
Le problème apparaît aussi lors de la formation d'un nouveau gouvernement. Les États-Unis veulent un gouvernement de transition pro-américain. Mais unir les groupes internes reste difficile à cause de l'enchevêtrement de leurs intérêts. Une partie de l'armée cherchera à s'impliquer en politique pour survivre, tandis que les cartels pourraient déstabiliser le gouvernement de transition pour défendre leurs intérêts. À cela pourraient s'ajouter des interventions de forces extérieures. La Russie voudra sans doute regagner de l'influence en raison des profits énergétiques et militaires avec Ilkir. La Chine pourrait aussi agir pour protéger ses investissements majeurs dans les obligations et infrastructures. Un nouveau choc entre États-Unis, Russie et Chine pourrait survenir en Amérique du Sud. Ainsi, pour les États-Unis, l'invasion du Venezuela dépasse une simple action militaire. Après avoir renversé le régime, l'ampleur et la durée du chaos restent imprévisibles, rendant toute décision difficile. Alors, quel est le niveau de l'armée vénézuélienne face aux États-Unis ? En réalité, si les États-Unis lançaient une opération militaire, le Venezuela n'aurait pas la capacité militaire de leur faire face directement. La majorité des armes de l'armée vénézuélienne sont de vieux modèles russes et très vétustes, avec de bas salaires. Un soldat ordinaire de l'armée vénézuélienne gagne environ 147 000 wons par mois, soit un cinquième du minimum vital. Ils n'ont pratiquement aucune expérience de combat réel, et leur entraînement est également très insuffisant. La seule expérience qu'ils ont acquise, c'est principalement lors des manifestations de rue, où ils se sont retrouvés face à des civils non armés. Par conséquent, si une guerre éclatait, on s'attend à ce que les soldats se dispersent un peu partout et mènent des opérations de guérilla à court terme. L'armée vénézuélienne aurait conçu le même plan. Pourquoi alors les États-Unis voudraient-ils attaquer le Venezuela ? L'administration Trump justifie sa décision par la lutte contre l'entrée de drogue du Venezuela. Cependant, le problème est que la quantité de drogue provenant du Venezuela et entrant sur le territoire américain est relativement faible. En réalité, c'est le Mexique qui en fournit beaucoup plus, ce qui laisse penser qu'il s'agit probablement d'un discours humanitaire réaménagé pour servir les objectifs de la politique étrangère américaine. Ainsi, beaucoup considèrent qu'il y a principalement deux raisons derrière ces attaques, le pétrole et l'élimination des forces anti-américaines parmi les réfugiés. Il y a d'abord la situation actuelle au Venezuela. Le Venezuela détient 17% des réserves mondiales de pétrole et d'importantes ressources en or, acier, bauxite et diamants. Avec ces réserves confirmées, ce pays détient plus de pétrole que l'Arabie Saoudite. Contrôler le Venezuela suffit pour accéder à une immense quantité de pétrole. En 2024, le Venezuela a revendiqué la souveraineté sur environ 2/3 du territoire du Guyana. Autrefois terre vénézuélienne, ce territoire appartient aujourd'hui clairement au Guyana, mais le Venezuela veut le reprendre. Mais le problème encore plus grave, c'est qu'on a découvert d'énormes réserves de pétrole sur le territoire du Guyana, revendiquées par le Venezuela. Mais les entreprises qui exploitent ce pétrole sont des compagnies pétrolières américaines, car le Guyana a accordé les droits d'exploitation à des sociétés américaines. Dans cette situation, il était nécessaire de donner une leçon au Venezuela. Les calculs des États-Unis autour du Venezuela comportent également des éléments géopolitiques importants. Le Venezuela est la base de l'anti-américanisme en Amérique du Sud. S'il tombe, les gouvernements de gauche, comme Cuba, perdront aussi leur influence. Les États-Unis ont tenté pendant des décennies de maintenir toute l'Amérique du Sud sous leur influence stable, mais le Venezuela a toujours été un obstacle qui allait à contre-courant de cette dynamique. Un changement de régime au Venezuela pourrait devenir un événement symbolique important pour la diplomatie américaine, au-delà d'un simple tournant politique. Il faut encore observer pour savoir s'ils attaqueront. On parle d'une invasion possible depuis 3 mois. Cependant, une controverse existe aux États-Unis sur l'attaque de navires soupçonnés de transporter des stupéfiants. Au Parti démocrate, 80 personnes sont tuées lors d'attaques contre des navires suspects de transporter de la drogue, mais certains doutent qu'ils en transportent vraiment. Et des questions sur la légalité continuent également d'être soulevées. Les États-Unis ne sont pas en guerre avec le Venezuela, mais ont mené ces attaques. Après avoir confirmé 2 survivants, ils les ont tués lors d'une autre frappe. Des explications et pressions sont exercées. La marine américaine et l'administration Trump ont rétorqué qu'ils avaient agi de manière appropriée dans le cadre de leurs compétences. Il est rare que les États-Unis s'en prennent aussi fortement aux navires d'un seul pays. Si une invasion du Venezuela devait avoir lieu, je pense que le monde serait à nouveau bouleversé. Mais la situation actuelle ressemble étrangement à celle qui a précédé la guerre en Ukraine, ce qui me donne une sensation étrange. Que pensez-vous des États-Unis qui envahissent actuellement le Venezuela ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est la fin de la vidéo. Merci.